Quand j'ai découvert Omayo, je me dis waouh, enfin c'est trop génial, ça fait 10 ans que je pense à ça et pourquoi je ne l'ai pas fait moi-même. Non, mais d'ailleurs j'aurais pas su, franchement j'aurais pas su comment faire. Non, bravo, super opération et évidemment c'est totalement en ligne avec ma vision de tarification du carbone pour transiter le plus efficacement possible, pour trouver des actions de décarbonation qui sont en France et en Europe les moins coûteuses. Et Dieu sait si, étant donné le backlash et la résistance sociale à la transition, parce qu'elle est coûteuse, j'y reviendrai, faire cette transition au plus faible impact sur le pouvoir d'achat des ménages, c'est quand même une ambition qui est non seulement efficace, mais c'est aussi une chose importante pour réussir à lutter contre la faible appétence, je veux dire de façon le moins négative possible, la faible appétence de l'opinion publique à faire cette transition qui est un peu sacrificielle quand même. Je voudrais commencer par dire comment moi je suis tombé sur Mayo. En fait, je suis un économiste, j'ai pas mal publié, donc je suis membre d'une société savante internationale qui s'appelle l'Econometric Society, qui a été créée dans les années 1920 et qui rassemble dans le monde des économistes qui ont fait leurs preuves en publiant dans des revues de haut niveau des travaux qui ont pesé, quoi. Et donc, je suis membre de cette Econometric Society et en 2024, je ne me souviens plus des dates exactes, à peu près au moment où Omayo est créé, l'Econometric Society me demande à moi ainsi qu'à deux collègues, Paul Josko du MIT et Johannes Strobel de NYU, de réfléchir à un problème qui concerne beaucoup l'Econometric Society, parce que l'Econometric Society, institution internationale, organise plein de conférences internationales tout au long de l'année. Il y a la conférence mondiale tous les 5 ans, mais tous les ans. Il y a la conférence de l'antenne européenne, il y a la conférence de l'antenne asiatique, il y a la conférence de l'Amérique du Nord, de l'Amérique du Sud. Bref, et il y a des milliers d'économistes qui se rendent à ces conférences, et donc évidemment, une empreinte carbone considérable. Et l'Econometric Society nous dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Alors évidemment, option 1, on passe tout en virtuel. Moi, ça ne me dérange pas trop, mais pour les jeunes doctorants qui n'ont pas de réseau, pas pouvoir rentrer en contact direct avec les gens pour établir des contacts personnels, c'est quand même extrêmement coûteux. Et donc, voilà, l'Econometric Society ne voulait pas faire ça et on était d'accord que ce n'était pas une très bonne idée. Et puis, il y avait l'autre option qui était utiliser les offsets, là, comment on appelle ça en français, les compensations, voilà, les compensations volontaires. Alors là, toutes les études que les économistes ont fait sur la reforestation, sur la non-déforestation, sur je ne sais plus quoi, tout ça montre une chose claire, c'est que c'est essentiellement du vent. D'accord, que la réalité des offsets, des compensations, ça ne marche pas, c'est pas additif. Si j'obtiens des permis, des offsets de ne pas supprimer cette forêt-là, mais simplement je vais juste aller supprimer la forêt d'à côté. Donc en fait, ça n'a en réalité que très peu d'effet. Et donc, il restait la troisième idée, qui est celle qu'on a développée à 3, qui est assez évidente, effectivement, qui est de dire, au fond, on a au niveau international un certain nombre de pays qui ont développé des mécanismes de décarbonation basés sur des systèmes où on vérifie effectivement les émissions de CO2, la baisse des émissions de CO2, on émet des permis et ils doivent acheter ces permis pour avoir le droit d'émettre ce CO2 et ce qu'on appelle le Emission Trading Scheme. C'est un système qui est pas mal du tout et sur lequel il y a un prix d'équilibre qui révélerait effectivement les coûts marginaux d'abattement et au fond, pourquoi ne pas acheter des permis sur ce marché-là qui, si on les achète et qu'on les conserve ou qu'on les fait disparaître, qu'on ne les utilise jamais, eh bien, tous les permis qu'on achètera seront bien des tonnes de CO2 que l'industrie européenne, si on parle d'acheter des permis sur le marché ETS, que l'industrie européenne ne pourront pas émettre. Et donc, effectivement, c'est un système qui est parfait, en tout cas sur le papier. Alors, effectivement, il y a 2-3 difficultés, et j'en parle avec les uns et les autres. C'est le risque qu'il y a ce mécanisme de stabilité, quoi. Et donc, si j'achète
si j'achète beaucoup de permis, que je les fais disparaître, l'Union européenne va le savoir et va émettre des permis et donc en est on gagne. Donc j'ai bien compris que je ne dois pas supprimer mes permis parce que ça pourrait inciter l'Union européenne de les compenser. Donc voilà, ça marche. On a remis ce rapport, à l'Econometric Society en 2024, je pense. Enfin, oui, c'est ça. Et je pense que l'Econometric Society, je ne suis pas dans le board. Le board de l'Econometric Society a validé cette solution-là. Et j'entends qu'effectivement, le CEPR, dans lequel je suis aussi un membre plus ou moins actif d'ailleurs, qui est un gros réseau de chercheurs européens très important et qui regroupe aussi des chercheurs de premier plan, c'est en train de se répandre dans la profession des chercheurs de la recherche en économie en Europe et aux États-Unis. Voilà, c'est la première chose que je voulais dire. Moi, j'ai découvert ce truc au maillot. Je ne savais pas à l'époque qu'il était possible d'acheter au niveau retail des permis d'émission. Et la découverte de cette réalité m'a, enchanté, quoi. C'était une découverte extraordinaire. Je ne me souviens plus comment je suis tombé sur vous. Je savais que ça existait aux États-Unis. Et les gens des États-Unis m'ont dit, j'en ai entendu quelqu'un qui disait qu'en Europe, il y a un truc qui se créait, qui faisait la même chose. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Voilà, premier point. Deuxième point, effectivement, ce que je voudrais dire, c'est il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles dans cette affaire de décarbonation de l'Europe et du monde. Hein. En particulier, vous qui êtes des investisseurs, peut-être des spéculateurs sur le marché des permis d'émission, vous devez vous inquiéter de l'évolution du prix des permis. Deux mots là-dessus. Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle. Je vais vous donner une bonne nouvelle d'abord. Une bonne nouvelle, enfin oui, en fait, c'est une très mauvaise nouvelle, mais pour vous, aux spéculateurs, c'est une bonne nouvelle. Il y a un papier qui circule depuis 2-3 ans, qui est présenté par les auteurs dans différentes conférences, notamment un webinaire du CEPR que j'ai fait il y a 2 ans. C'est un Français, Adrien Bilal, je crois qu'il est de Northwestern, à Chicago, et Diego Kanzig de Stanford. Ils ont regardé, sur les 30 dernières années, l'évolution de la température moyenne de la planète et ont observé des petites modifications par rapport au trend de 0,1 degré ou 0,2 degré, et ont regardé comment cette petite modification de la température moyenne de la Terre a eu comme effet sur le PIB mondial. Vous pouvez me dire, les variations par rapport au trend ont été tellement faibles. Il se fait extraordinaire, c'est qu'ils ont effectivement constaté une corrélation entre ces petites modifications de la température et le PIB mondial dans les 6 ou 7 ans qui ont suivi. Et extrapolé à 1 degré Celsius, ils montrent qu'en extrapolant ce qu'ils observent pour des petites variations à 0,1, 0,2, 1 degré de plus de température moyenne de la Terre, d'après leurs calculs, réduit le PIB mondial de 20%. De 20%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça. Ça n'a strictement rien à voir avec toutes les estimations que les économistes ont pu utiliser pour calibrer leur modèle de tarification du carbone. Voilà, il y a peut-être eu une petite tentative en 2007 par Nicolas Stern. Enfin, on est aujourd'hui, si vous voulez, dans les modèles qui sont traditionnellement utilisés, on a une courbe d'abattement dans laquelle 1 degré Celsius réduit le PIB mondial de 1%, mais pas de 20%. Et donc, quand vous transformez cette observation en valeur carbone, quelle est la valeur présente du dommage engendré par l'émission d'une tonne de CO2 aujourd'hui, vous ne tombez pas sur les 80 € que vous avez dans votre portefeuille aujourd'hui. Et pas non plus les 250 € que moi je pense être la valeur carbone correspondant à l'objectif de 55% de réduction des émissions de CO2 et qui est dans le rapport Kinet 3, pour ne pas rentrer dans les détails, remis par France Stratégie, qui dit c'est 250 € en 2025, c'est 300 € en 2030. Non, c'est 1200 € par tonne de CO2. Bonne nouvelle. Oui, alors je ne suis pas sûr, si vous voulez, qu'on va aller jusque-là. Je pense, parce que là, si le prix du carbone monte à 1200 € la tonne de CO2, on a une récession, je veux dire, 1200, je peux me faire le calcul, ça fait combien de litres d'essence
Dans un litre d'essence, il y a 2,5 kg, donc vous divisez par 40, non, c'est ça? Donc ça fait quelque chose comme, enfin bon, bref, le calcul, c'est 4 euros le litre d'essence, quoi. Un machin comme ça. Bon, on aura fait la révolution avant ça. Hein. Mauvaise nouvelle pour les spéculateurs, bonne nouvelle pour le climat. Les coûts de la transition. Donc, si vous lisez le premier chapitre de mon livre, le premier chapitre que j'ai écrit maintenant il y a 2 ans, le livre est sorti il y a 1 an, mais bon, chapitre 1, j'ai écrit il y a 2 ans, le chapitre 1, il est consacré au coût de la décarbonation. Donc je regarde l'acier, je regarde les 110 km/h sur autoroute, je regarde la voiture électrique, je regarde le consommé local, des choses comme ça, et je fais le calcul de combien ça coûte à la société française de réduire une tonne de CO2 des émissions. Et c'est le bon référentiel. C'est ça qui va c'est ce coût-là que vous allez comparer au prix du carbone, par exemple sur un marché ETS, pour décider si vous allez faire l'effort de décarbonation ou pas. Eh bien, en fait, la mauvaise nouvelle pour vous, c'est que les coûts dans certains secteurs ont beaucoup baissé. Hein, je prends juste un exemple. Alors, c'est loin d'être tous les secteurs. Hein. Par exemple, l'acier, je ne vois pas du tout. Je ne vois pas du tout de réduction des coûts. D'ailleurs, il n'y a pas d'acier, essentiellement, il n'y a pas d'acier décarboné. Il y a de l'acier décarboné qui vient du recyclage de l'acier, mais ça ne suffira pas pour décarboner l'acier complètement. Mais pour le véhicule électrique, par exemple, c'est assez dingue. Enfin, vous l'avez tous vu, la chute des prix des voitures électriques en Europe. Et quand j'ai écrit le chapitre 1 de mon livre, en fait, je fais une contre-publicité pour mon bouquin, je suis désolé, parce qu'il est déjà outdated, on va dire, en tout cas pour ces calculs-là. Tout le reste est tout à fait correct, mais les calculs sont un peu périmés. On était, il y a 2 ans, quand je comparais une Fiat 500 électrique à la Fiat 500 thermique, il y a essentiellement le prix de l'électrique était 2 fois plus élevé que le prix de la thermique. Évidemment, il y a un bénéfice de l'électrique parce qu'à l'usage, ça coûte beaucoup moins cher. Hein, ça coûte 10 fois moins cher à l'usage d'une électrique d'acheter l'essence pour la thermique. Mais quand vous faites les calculs, ça coûtait pour une voiture utilisée 13 000 km par an pendant 15 ans, ça restait quand même un coût par tonne de CO2 évité autour de 250 € la tonne de CO2. Je ne me souviens plus exactement la valeur précise, mais c'est de l'ordre de grandeur. Mais aujourd'hui, quand je refais le calcul, quand je regarde les coûts de l'électrique par rapport au thermique, je suis plutôt à 25 € la tonne de CO2 évité. Donc, et on le voit, hein, je pense qu'on va voir dans les 2-3 prochaines années un afflux important la transformation de la demande sur le marché de la voiture vers l'électrique. Alors évidemment, ça ne correspond pas à notre problème, puisque la voiture, c'est la mobilité, ce n'est pas couvert par le premier marché de permis d'émission, mais c'est un peu révélateur d'une évolution. Alors, j'ai plein de collègues économistes qui vous disent « Oui, non, en fait, le changement climatique, c'est résolu, on a réduit tous les coûts partout, et maintenant, c'est profitable d'utiliser. » Du coup, le prix si c'est vrai, le prix de la tonne de CO2 sur le marché, wow, ça va chuter. Hein. Si on décarbone sans que ça soit coûteux, il va y avoir beaucoup de permis excédentaires sur le marché, ça va faire baisser les prix. Est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? Moi, je crois que c'est pas vrai. Je regarde sur l'acier, je regarde sur le ciment, je regarde sur le kérosène synthétique, je regarde, ça bouge pas beaucoup. Hein. Tout dépend évidemment dans beaucoup de dimensions. L'acier et le kérosène synthétique, par exemple, dépend du coût de production du kilo d'hydrogène, et il y a beaucoup d'incertitudes. Il y a beaucoup de gens qui sont très optimistes. Je discutais avec Christian de Pertuis, par exemple, cet après-midi, qui me dit « Ouais, non, c'est génial. » Non, avec un député ancien ministre qui me dit « J'ai fait les calculs, bientôt on aura le litre de kérosène synthétique à 1,5 €. Par rapport aux 60 centimes auxquels on achète sur le marché international, ça ne fait qu'un peu plus que doublement du prix. C'est beaucoup moins que ce qu'on disait il y a 2-3 ans, qui disait kérosène synthétique, ça coûte 10 fois plus cher à produire. Je cite là Patrick Pouyanné, le kérosène synthétique, c'est 10 fois plus cher que le baril de pétrole, que le kérosène issu du baril de pétrole. Et donc, donc ça, on peut faire des hypothèses, c'est pas évident.
aujourd'hui de déterminer quel sera le coût du kilo d'hydrogène dans 10 ou 20 ans, quoi. Et moi, je ne suis pas très optimiste sur la capacité de faire baisser ces coûts, même en utilisant cette fameuse courbe d'apprentissage qu'on a pu observer sur l'éolien et le solaire. Voilà, donc bonne nouvelle, mauvaise nouvelle. Quelle sera l'évolution du prix du permis sur le marché ETS? C'est votre problème, c'est pas le mien. J'ai 20 permis dans ma poche de maillot. Dans mon portefeuille de maillot, je ne regarde pas ça tous les jours, c'est clair. Mais enfin, comme j'utilise le prix du carbone dans mes cours, je regarde quand même périodiquement. Et dans ma conférence et table ronde, c'est important de rappeler l'information sur où est le prix de la tonne de CO2 en Europe. Politiquement, évidemment, c'est bien de parler des coûts de l'action, les coûts des efforts, les coûts de l'inaction, la valeur carbone, mais c'est bien aussi de regarder la situation politique, et la situation politique, évidemment, n'est pas très favorable pour le marché ETS. Je vous rappelle que la Commission européenne a été mandatée par le Conseil européen pour réformer le marché ETS, avec des pays très forts en Europe qui militent pour j'avais même entendu, je pense au mois de février, la suspension du ETS, donc la disparition d'un prix du carbone pendant un certain temps. Heureusement, ça ne s'est pas passé, mais enfin, on verra, ils doivent sortir, la Commission doit sortir au mois de juillet un projet de réforme du marché ETS, on verra bien ce que ça donne. Enfin, constatons qu'avec le départ des États-Unis de la COP, de l'UNFCCC, et du traité de Paris, et un discours extrêmement agressif de drill baby drill, où les Américains s'en mettent plein les poches à nous vendre du gaz naturel deux fois plus, à des prix deux fois plus élevés que le prix qui prévaut aux États-Unis. On est un peu en difficulté et c'est difficile de voir comment le citoyen européen va réagir à ce problème fondamental du changement climatique qui est celui du passager clandestin. Étant donné que chacun d'entre nous qui faisons des efforts, on paye 100% du coût de l'effort et 100% du bénéfice va pour le reste de l'humanité et pas pour soi-même. Donc ça crée un problème de ce qu'on appelle le passager clandestin, c'est un problème d'externalité, et donc à l'équilibre, personne ne fait rien espérant qu'on sera passager clandestin des efforts des autres. Donc ça, c'est un problème fondamental qu'on connaît depuis maintenant un peu plus d'un siècle, Arthur Pigou. Et ce problème-là, les économistes n'ont pas de solution. Et on a une solution de ce problème d'externalité quand on a un gouvernement qui est capable, qui couvre, dont les citoyens sont à la fois les victimes de la pollution et les personnes responsables de cette pollution. Et donc on peut aligner les intérêts privés sur l'intérêt général en mettant une tarification de la pollution. Mais quand c'est un problème d'externalité globale, de pollution mondiale, les CO2 que vous émettez aujourd'hui, ils se retrouvent demain de l'autre côté de la planète, eh bien, on n'a pas de gouvernement mondial pour faire intégrer à la fois les coûts et les bénéfices des efforts. Et en plus, ce CO2 va rester dans l'atmosphère pendant des décennies et des siècles. Et donc, nous savons tous que la démocratie est la dictature du présent. Les générations futures ne votent pas. Et donc, voilà, les gouvernements aujourd'hui n'ont pas beaucoup d'incitation à être très ambitieux. Il y a eu une époque où en France, parce que nous sommes un pays qui avons des valeurs morales importantes, les gouvernements qui annonçaient des ambitions fortes sur le climat en tiraient un dividende électoral. Aujourd'hui, je pense que le dividende électoral, il est négatif sur l'ambition climatique. Les partis qui présentent une vraie ambition climatique en payent en partie les frais dans les campagnes électorales. Et le résultat, c'est regarder l'élection européenne. Alors que nous venions de sortir d'un cycle qui avait conduit à la signature du pacte vert européen, qui était quand même extraordinaire. Ce pacte vert européen, il est fabuleux. Je n'aurais pas misé un copec sur la réussite de ce pacte à la fin des années 2010. Il a été signé, il a été partiellement mis en œuvre, mais vous voyez aujourd'hui que la campagne électorale européenne de mai-juin 2024,
personne, aucun parti qui a parlé de climat. Alors qu'on met en place 2 autres mécanismes de tarification du carbone, le CBAM, le MASCF, et le TS2 sur la mobilité et le résidentiel. Tout ça va tomber sur la tête des citoyens européens sans qu'on n'en ait jamais parlé pratiquement. Je ne sais pas ce qui va se passer, on verra bien. On est plutôt sans doute dans une perspective de report, on verra bien. Je pourrais parler d'une éternité là-dessus. Je ne dirai pas. Les lobbies sont en pleine action. Et donc, les élections législatives de juin 2024, on a parlé, même les Verts qui se sont mis sous la coupe de l'NFP, regardez le programme du NFP, il n'y avait pratiquement rien. Il n'y avait pratiquement rien sur le climat, quoi. Et donc, je crains qu'aux élections présidentielles de 2027, on soit exactement dans la même configuration. Je suis en contact avec les candidats centristes, on va dire, de l'élection présidentielle. Et je les ai vus, l'un des deux en tout cas, très actifs il y a 2-3 ans. Il ne m'a pas contacté depuis. Et l'autre, je crois que, juste pour la petite anecdote, je participe à un dîner, je terminerai par là. Je participe à un dîner organisé par le conseiller climat de Gabriel Attal. On est essentiellement 2 avec le ministre pour le dîner. Il y a Jean-Marc Jancovici et moi. Et Jean-Marc Jancovici plie le débat en un quart d'heure entre l'apéritif et l'entrée en disant « Moi, monsieur le ministre, en fait, on n'a pas de problème de climat. En fait, on n'aura plus de pétrole dans 10 ans. » J'ai discuté avec des experts qui m'ont dit il y a plus, les réserves sont à 3/4 vides, il y aura plus de pétrole dans 10 ans. Et donc votre problème n'est pas de mettre en place une politique climatique. Votre problème, c'est de préparer l'opinion publique à la fin du pétrole. Alors, je lui dis attends, Jean-Marc, les rapports du GIEC, le premier rapport, le deuxième rapport, le troisième rapport, le quatrième rapport, le cinquième rapport, le sixième rapport disent tous qu'on a beaucoup trop de pétrole, de gaz naturel et de charbon sous terre. Et que si on brûlait tout ça, on serait à pas plus 1,5, pas plus 2, pas plus 4, pas plus 5, plus 6 ou 7 degrés Celsius en plus. Donc il racontait n'importe quoi, mais il a pris le débat du dîner, parce qu'évidemment, quand j'ai essayé de lui parler à Gabriel Attal de tarification du carbone et de l'introduction du deuxième marché ETS, il ne le savait pas. Le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, il en avait une petite connaissance. Bon, c'était devenu un non-sujet, quoi. Enfin, bon, voilà. Donc, je suis sorti de ce dîner en me disant, je pense que Gabriel Attal, il ne va pas parler de changement climatique pendant l'élection présidentielle, pendant sa campagne des mois à venir. Et effectivement, je ne l'entends pas beaucoup parler de ce sujet. Voilà. Juste un mot, un sujet qui émerge politiquement, qui redonne un petit peu d'espoir, c'est la souveraineté énergétique. D'accord ? Aujourd'hui, en fait, il faudrait réduire nos émissions de CO2, non pas pour le climat, mais parce que ça nous permettrait d'être indépendants, autonomes sur notre énergie, produire localement une énergie, même si elle est plus chère, c'est un bénéfice par rapport à acheter de l'énergie à l'étranger, dont on sait que le prix est très volatile. Donc remplacer, aujourd'hui on sait à peu près ce que ça coûte, 1 kWh éolien ou solaire avec de la batterie ou de l'hydrogène. Ça coûte plus cher que du gaz naturel ou du charbon pour produire ces kilowattheures, mais au moins on a une certitude. Alors vous venez me dire il y a des problèmes d'approvisionnement en silicium, que sais-je. Mais donc voilà, donc il y a un sujet qui émerge, qui est un sujet de nature économique. Qu'est-ce qu'on est prêt à payer en plus une énergie parce qu'elle nous offre une souveraineté, je préfère parler d'autonomie, d'une souveraineté énergétique, c'est un élément qu'il faut prendre en compte pour peut-être surajouter à la valeur carbone intrinsèque un deuxième élément de valeur dans la tonne de CO2 qui est celle de produire pour les pays consommateurs une énergie qu'on contrôle parfaitement et dont on sait prévoir à 10, à 20, à 30, à 40, à 50 ans, à 60 ans, quand on parle du nucléaire, le coût pour la société, c'est peut-être un peu plus cher, mais c'est moins volatile et donc il y a une prime de risque. Vous êtes des spécialistes de la finance, je peux vous parler de ce concept-là. Il y a une prime de risque qui disparaît quand vous achetez quand vous produisez de l'énergie localement. Voilà, donc un beau sujet de recherche sur lequel j'ai décidé de me lancer corps et âme, et je vois qu'il
Il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah oui, ça serait bien que tu produises des résultats avant l'élection présidentielle. » Moi, je ne suis pas sûr d'en être capable. Voilà. Bonne soirée et bon vent en noyau.